Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Bangs. Je suis Emmanuel, consultant chez Bangs et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour un webinaire consacré aux 5 clés du redémarrage réussi lorsque l'activité économique reprendra. Ce webinaire sera animé par Sébastien Durand, CEO de Bangs, et se déroulera en 2 parties. Tout d'abord, 45 minutes de présentation, puis 15 minutes de questions-réponses. Je vous invite à utiliser le module questions-réponses de Zoom pour lister au fil de l'eau et rédiger vos questions. Et à la fin de la présentation, je les adresserai à Sébastien qui y répondra. Donc je laisse la parole à Sébastien. Sébastien, tu nous entends? Absolument. Bonjour à tous. Merci Emmanuel. Bienvenue pour ce webinaire. Je vous propose de démarrer maintenant. Juste 2 mots sur pourquoi ce webinaire et ce qui nous a amené à mettre en commun tout ce qu'on avait pu observer, collecter, échanger avec les acteurs économiques mondiaux depuis 3 mois. Bangs est un cabinet de stratégie qui accompagne les croissances de rupture. Et depuis 3 mois, le monde économique mondial s'est vu plonger dans une rupture permanente. Certains pour la première fois de leur vie, d'autres y étaient déjà préparés parce qu'avaient vécu H1N1, SRAS et autres grandes crises sanitaires, et donc avaient un temps d'avance dans la manière de s'organiser, de se préparer à la fois à la baisse d'une activité économique, mais également et surtout au redémarrage de cette activité. Et c'est la synthèse de tous ces retours d'expérience, à la fois du passé, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais également du temps présent, qui nous a amené finalement à synthétiser en 5 grandes parties, en 5 grands temps, les clés d'un redémarrage réussi. Et ce que je vous propose, c'est de partager ces 5 grands temps ensemble dans les 45 minutes qui viennent. Pour ça, on va déjà revenir sur savoir d'où on part. La particularité du contexte dans lequel on est, c'est que même si le shutdown a touché globalement tout le monde en confinant 3 milliards 500 millions d'êtres humains sur la planète en 1 mois et demi, il n'empêche que les impacts sur les différentes entreprises et différentes organisations collectives ne sont pas les mêmes selon les différentes plaques géographiques de la planète, selon les filières économiques concernées. Et donc, le point de départ de ce qui est l'incidence du shutdown sur l'entreprise est le premier élément clé du redémarrage réussi. Le deuxième, c'est avoir une capacité à se réinterroger sur son operating model, sur sa chaîne de valeur, pas seulement à l'intérieur des frontières de sa propre entreprise, mais à l'échelle de sa filière économique. Et on verra qu'il ne s'agit pas de regarder les concurrents et les compétiteurs identiques à nous-mêmes, mais plus de s'interroger de sa place dans une filière. La troisième clé, c'est ne pas penser ou ne plus penser que tout va être comme avant ou que plus rien ne sera jamais pareil. Les 2 extrêmes sont aussi faux les uns que les autres. En revanche, au cœur de cette histoire, il y a la nature humaine avec ses paradoxes, mais aussi son formidable potentiel de capacité d'adaptation qui nécessite de s'interroger sur un futur qui sera en tout état de cause différent du monde qui a été laissé avant le shutdown. Le 4e point, c'est prendre en compte les impacts psychologiques du confinement. On reviendra quelques minutes sur l'incidence à l'échelle de l'individu de ce qu'a été le confinement, notamment dans les cultures européennes et en particulier en France. L'incidence du confinement n'étant pas le même selon son environnement social et culturel. Et puis le dernier élément, c'est d'intégrer un nouveau référentiel de pilotage et un nouveau mindset
Globalement, tous les grands acteurs économiques sont habitués au pilotage de la performance et à la mesure de la performance avec des KPI, avec des tableaux de bord, avec des mécaniques d'incentive individuelles ou collectives. On va voir que se placer dans un contexte de redémarrage ou de nouvelle page d'une histoire économique, ça change significativement la manière de mesurer sa performance, son environnement et de savoir comment réussir avec efficacité l'exécution opérationnelle de son intention. Alors, savoir d'où on part, c'est s'interroger sur quels ont été les impacts pour soi-même du shutdown. Le shutdown était finalement la partie facile de l'exercice, dans le sens où toute entreprise avait préparé depuis longtemps des plans de continuité d'activité, savait identifier les organes vitaux de sa chaîne de valeur et pouvoir focaliser les énergies sur, quelque part, ce qui était le minimum vital de l'entreprise. Le driver pour ça était assez simple. Le driver était les débouchés économiques de mon activité. Ai-je toujours en face de moi des gens qui sont prêts à consommer, à acheter mes services ou mes produits? Et sur cette base-là, j'identifie quels sont les différents départements, les différents process, les différentes organisations que je dois maintenir en activité et quelles sont celles que je dois mettre en gel. La règle de base est la même pour tout le monde. Cela étant dit, selon le contexte dans lequel on se place, selon la chaîne de valeur que l'on adresse, les impacts n'ont pas du tout été les mêmes pour une entreprise ou pour une autre. Et c'est là le premier point de vigilance qu'il faut garder en tête à tout moment dans la construction de son plan de nouvelle aventure, cette nouvelle page d'histoire de l'entreprise dans laquelle on est. C'est ne pas considérer qu'il existe des recettes toutes faites, tout simplement parce que le diagnostic, le point de départ, les pathologies ne sont pas les mêmes d'une entreprise à une autre. Si on fait une comparaison sanitaire avec Covid-19, on peut dire que l'incidence du shutdown d'un point de vue mécanique est la même pour toutes les entreprises. Réduction du chiffre d'affaires, impact sur le cash, réduction des flux de services et de produits. Tout ça est globalement la même écriture de symptômes. Cela étant dit, l'incidence de ces symptômes dans un environnement de santé globale de l'entreprise est très différent d'une entreprise à une autre. Une entreprise qui, dans son mode de fonctionnement, était capable, avant même le shutdown, d'avoir des modes de travail digitalisés, une capacité à télétravailler, une fluidité et un nomadisme de son outil de production, n'a pas du tout eu la même incidence d'un plan de continuité d'activité, d'une fermeture de site sur son activité quotidienne qu'une entreprise qui a un outil de production physique, une unité de temps et d'espace de l'exercice économique imposée par sa chaîne de valeur et qui, du coup, crée des points de cristallisation, des matérialisations du shutdown perceptibles de tous, des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, et qui vont avoir une incidence sur le redémarrage. Et là, on n'est pas spécifiquement lié à une plaque géographique, on n'est pas spécifiquement lié à une culture, on est simplement lié à l'analyse intrinsèque de ce qu'est la chaîne de valeur et l'organisation de l'entreprise et comment est-ce qu'elle délivre ses produits et services. Dans ce contexte-là, le point de départ a consisté pour toutes les entreprises de la planète à se focaliser en priorité sur 4 tâches essentielles. La toute première a été la sécurité des personnes. Tous les drivers qui ont prévalu les 2 premières semaines de la mise en place du shutdown partout sur la planète, dans toutes les entreprises, petites ou grandes, a consisté d'abord à s'assurer de la mise en sécurité des collaborateurs.
Cet élément-là s'est globalement passé de manière extrêmement fluide parce qu'il est facile d'appuyer sur le bouton off de n'importe quelle activité. Ça a des conséquences économiques, c'est évident, mais finalement, arrêter est assez simple. Les 3 autres activités des 2 premières semaines des comités exécutifs de la planète ont été, dans certains cas, aussi faciles à mettre en place parce que les plans de continuité d'activité étaient là, parce que les outils digitaux étaient là. Dans certains cas, on commençait déjà d'amener des difficultés opérationnelles et certaines entreprises ont mis plus de temps que d'autres à réagir. La deuxième activité qui a été faite après la mise en sécurité des personnes, ça a été la mise en place du contrôle et de la gouvernance. La virtualisation des COMEX, qui était déjà une réalité dans tous les grands groupes internationaux, est devenue la réalité de toutes les entreprises, y compris les ETI PME. Ça a été une première nouveauté qui, de l'avis unanime des membres de comités exécutifs, a été une expérience bien vécue. Elle a été bien vécue pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a fait apparaître une capacité à se rendre disponible tous en même temps qui était rare dans le quotidien de l'entreprise. Bon nombre de membres de conseil d'administration ou de COMEX nous ont fait part de leur agréable surprise de pouvoir constater que tous les membres étaient là aux instances de pilotage de l'entreprise, ce qui était très rarement le cas dans la vie quotidienne antérieure au shutdown. Donc il y a eu cet effet positif d'une réorganisation des priorités à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, d'une clarification de l'agenda, d'une meilleure ponctualité des différents collaborateurs et acteurs finalement de la chaîne de gouvernance de l'entreprise, le tout facilité par la mise en exécution de plans de continuité d'activité. Cette tâche-là terminée, les 2 dernières activités prioritaires des COMEX pendant les 2 premières semaines du shutdown ont traité des flux de supply chain, amont et aval, et de l'incidence économique de ce qui était en train de se passer. Sur les flux de supply chain amont et aval, plusieurs cas de figure sont apparus, selon que l'on était en début ou en fin de chaîne d'une filière, proche du consommateur final ou éloigné du consommateur final, dans des modèles pur B2B ou B2B4C, dans des modèles B2C directement, dans des modèles dématérialisés, de flux de distribution, commercialisation ou de flux de services, ou dans des flux matérialisés. Globalement, cet exercice a permis de déterminer à quel niveau le shutdown allait s'opérer sur chacune des organisations. Allons-nous être dans une activité complètement interrompue, très fortement perturbée, partiellement perturbée, à l'inverse, perturbée positivement par des pics d'activité, ou bien dans une activité qui continue au nominal sans être impactée par le shutdown. Cette dernière catégorie étant de loin la plus minoritaire de toutes. Le dernier exercice qui a été opéré, qui était un exercice technique dès le départ d'analyse de l'impact économique de la rentabilité, s'est vu dans un deuxième temps, après toutes ces activités réalisées, transformé en un exercice de forecast de cash. Il faut se souvenir qu'à l'échelle de la France, le cash disponible du CAC 40 est supérieur à la valorisation boursière de toutes les startups françaises réunies. Donc, on n'a pas de sujet a priori, dans un grand groupe structuré historique, de problème de cash. On peut avoir des problèmes de cash ponctuels, mais on n'a pas de problème de cash structurel. En revanche, l'arrivée d'une perturbation aussi majeure qu'un shutdown, dont la date de fin est probable mais pas certaine, probable parce que la France a bénéficié d'un avantage par rapport à d'autres pays, c'est qu'elle n'a pas été le premier pays européen touché par Covid, chronologiquement, ça a été l'Italie, l'Espagne également. Et donc, il y a eu un petit effet apprentissage qui s'est opéré, qui était très court, qui était d'une petite quinzaine de jours.
Mais cette petite quinzaine de jours, elle a permis à la fois aux acteurs publics et aux acteurs économiques de pouvoir anticiper à travers les signaux qu'ils obtenaient de leurs filiales dans les différentes plaques géographiques concernées, que ce soit l'Asie ou d'autres pays européens touchés avant la France, de pouvoir anticiper ce qui allait se passer à l'échelle de la France, et donc d'avoir une capacité à simuler plus rapidement que dans d'autres pays touchés avant les impacts économiques et les impacts cash. Dans ce contexte-là, l'interventionnisme public, et on y reviendra un peu plus tard, l'interventionnisme public en France a été massif, rapide et a donné des signes de sécurisation de l'outil économique très tôt dans l'histoire. Ce qui n'est pas le cas d'autres plaques géographiques, tant nord-américaines, Canada, États-Unis, que même à l'intérieur de l'Europe, l'Italie par exemple, l'Espagne ou le UK. Cet exercice de sécurisation de l'incidence très court terme du shutdown a permis de stabiliser très vite un mode de fonctionnement de l'ensemble des COMEX des entreprises françaises dans une période de léthargie ou de semi-léthargie. Et là, on est rentré dans une période dite en deux du shutdown, qui était, maintenant que j'y vois clair sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, que j'ai interrompu les activités qui devaient l'être, j'ai une vision claire de mes pertes d'exploitation ou non, j'ai une vision claire de ma courbe prévisionnelle de cash, je peux recourir au programme de financement avec le plan garanti par l'État, j'utilise le chômage partiel et je retrouve un nouvel état de stabilité, on ne peut pas parler d'état d'équilibre, mais un état de stabilité managériale. Je suis dans des règles connues, dans un temps qui est certes court, c'est un CDD, je vois très bien qu'il y aura une fin à cet exercice-là, mais pendant la durée finalement du shutdown, après 2 semaines de mise en place de ces 4 priorités-là, l'ensemble des entreprises a retrouvé un nouveau mode de fonctionnement focalisé sur les organes vitaux de l'entreprise, mais qui était presque redevenu la normale. C'est à ce moment-là que ont commencé les travaux de préparation de ce qui s'appelle le redémarrage. Ils ont été focalisés finalement sur 3 grandes familles d'actions. La première des familles d'actions, ça a été surtout fuir les recettes toutes faites. Pour 2 raisons. La première, c'est que même encore aujourd'hui, on n'a pas la capacité à pouvoir déterminer avec certitude quelle est la date réelle d'un retour à une activité économique normale. Si on prend l'exemple de l'Asie, qui a déconfiné complètement maintenant son territoire, après 1 mois de retour aux libertés individuelles antérieures, le taux de fréquentation des restaurants en Chine est de l'ordre de 40% de l'activité antérieure à la crise sanitaire. Donc on voit que la rémanence dans les comportements consommateurs de l'effet shutdown dure bien au-delà de la date symbolique de la fin d'un confinement. Et donc ça amène à fuir les recettes toutes faites, puisque déjà on ne connaît pas la date exacte à laquelle on va pouvoir considérer être revenu ou être arrivé dans un nouveau mode d'équilibre. Mais en plus, on a tous des points de départ qui sont différents compte tenu de ce que j'ai évoqué précédemment. Le deuxième élément, c'est que à l'intérieur de chaque entité opérationnelle, l'incidence du shutdown n'est pas la même. L'entreprise n'est pas un organe identique, cloné en tout point de la planète. Même les entreprises qui ont construit un blueprint déployé à l'échelle de chaque entité locale
ont réalisé localement des adaptations liées à des marchés domestiques, à des règles spécifiques, qui ont fait que l'incidence de ce shutdown n'est pas exactement le même en tout point de la planète pour une entreprise donnée. Ce qui veut dire que l'exercice de redémarrage n'est pas un exercice global, centralisé d'un COMEX qui déterminerait un plan et une séquence où on réappuie sur des boutons successifs pour relancer des moteurs successifs, mais bien un exercice d'analyse locale, décentralisée, déconcentrée, de la capacité localement à pouvoir réactiver ou activer de nouveaux flux économiques. Et ça nécessite de s'interroger sur la place que l'on a dans sa filière. L'exercice de mesure de l'impact du shutdown et du confinement n'est pas un exercice focalisé et centralisé à l'intérieur des frontières de l'entreprise. C'est un exercice qui nécessite de se poser la question de savoir où on se situe en tant qu'entreprise, où se situe notre chaîne de valeur dans une chaîne de valeur globale d'une filière économique. On a l'habitude de se comparer par rapport à ses semblables, ses concurrents, ses compétiteurs, des nouveaux arrivants, des nouveaux entrants sur son activité, sa chaîne de valeur. On a peu l'occasion de se poser la question de savoir où on se situe dans une chaîne, dans une filière globale économique. Or, en réalité, quand on est constructeur automobile, se comparer aux autres constructeurs automobiles est intéressant. Il donne des informations sur son état de performance intrinsèque, mais il ne permet pas de se poser la question de savoir à quel moment est-ce que dans un plan de redémarrage, on va être en capacité de pouvoir retrouver des clients et retrouver une supply chain amont et des fournisseurs capables de nous fournir ce dont on a besoin pour produire. Pour cela, la grille de lecture est la grille de lecture d'une filière. Les constructeurs automobiles, les équipementiers automobiles produisent des véhicules qui servent à des usages de mobilité. Si en aval de la chaîne, pour des raisons de contraintes sanitaires, les transporteurs, les transports publics, les flux de marchandises sont ralentis ou gelés pour des raisons de confinement partiel, de ralentissement des flux de mobilité. Alors, les besoins en automobile se réduisent, le renouvellement des véhicules se réduit, et on peut avoir redémarré sa filière, on peut avoir retrouvé de la liberté d'accès du consommateur dans ses concessions automobiles. Ce n'est pas pour autant que les flux de consommation reprendront. Ça paraît une évidence comme ça, mais en réalité, si vous regardez bien les communications de l'ensemble des acteurs économiques cotés depuis un mois, on est dans des communications strictement inverses. On est essentiellement dans des communications de repli sur soi et d'opérations court terme d'optimisation économique. Le cost-cutting et la recherche de points de rentabilité court terme prime sur la réinterrogation de sa propre chaîne de valeur dans une chaîne de valeur globale d'une filière. Et ça, c'est une erreur majeure à ne pas commettre. Alors bien évidemment, d'un point de vue communication financière, les marchés de place, l'ensemble des analystes vont pousser à ces communications-là. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si je ne communique pas pour rassurer les actionnaires et les marchés que j'ai pris les dispositions qui permettent de garantir que je vais trouver une rentabilité, retrouver une rentabilité rapide, alors je vais inquiéter les marchés et alors je vais transformer une crise économique en une crise financière, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le simple résultat de la bourse de Paris du mois d'avril démontre que la performance de la bourse est complètement déconnectée de la réalité économique actuelle. Donc on se retrouve avec deux niveaux de communication. Un niveau de communication qui est centré sur les marchés,
et qui, lui, va traiter de cost-cutting, d'opérations, de rentabilité, de restructuration. Et de l'autre côté, une nécessité de s'interroger durablement sur la manière de redémarrer, quoi redémarrer et pour faire quoi. Si on redémarre à l'identique, on se retrouve probablement confronté à une situation qui est que on va forcer quelque part le consommateur à revenir dans son mode antérieur. Mais on va voir juste après qu'en réalité, ça ne sera pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il sera fondamentalement différent, mais il sera de toute façon transformé simplement par le fait qu'il n'aura pas la liberté d'accès comme il l'avait antérieurement, qu'il a vécu des stress traumatiques qui vont le marquer durablement et que, qu'on le veuille ou non, 85% des activités qui ont été perturbées, interrompues, réduites dans le cadre du shutdown ont été dues à des pertes de débouchés. Les pertes de débouchés constituent un problème considérable dans les hypothèses de redémarrage car le consommateur prend des habitudes extrêmement rapides. Quand on voit sur la filière cinéma et culture que plus d'un Français sur deux a maintenant un abonnement Netflix, Amazon Prime ou Disney Channel, même si il bénéficie d'offres court terme gratuites qui ont permis d'attirer plus d'utilisateurs sur ces plateformes, il est très probable que ce changement d'habitude pour ces nouveaux consommateurs va avoir une incidence durable sur le taux de fréquentation des salles de cinéma. Si on ajoute à ça le stress d'un lieu de contamination potentielle, on voit qu'on ne peut pas considérer que sa filière économique, que les clients en aval de sa propre filière ne vont pas avoir des changements de comportement durables et qui vont très largement dépasser la simple date symbolique du 11 mai. Donc, on est dans une nécessité de penser sa chaîne de valeur dans une vision complètement différente d'une vision comparaison par rapport à ses pairs, mais plus dans une vision de filière avec une interrogation sur la localisation géographique de sa chaîne de production. L'usine planétaire chinoise construite année après année sur la base de nos intentions, de nos souhaits de réduction de coûts, de nos facilités de contournement de réglementation, notamment environnementale, en allant déporter des composantes de production dans des pays moins regardants réglementairement, nous ont amené à la situation que nous connaissons aujourd'hui. La relocalisation, la revisite de l'outil industriel à l'échelle de la planète va amener une revisite de la carte des centres géopolitiques, géoéconomiques de chacune des entreprises et va amener à se réinterroger sur l'operating model de chacun. Si post-confinement, le redémarrage se fait en maintenant sans se réinterroger les operating models, on peut être certain que les milliards dépensés en chômage technique n'auront servi à rien et qu'on va avoir un effet seconde vague, non pas viral, mais économique. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, au moment où le chômage technique sera moins subventionné et qu'on reviendra dans un mode de fonctionnement et un interventionnisme d'État plus faible, on verra arriver des vagues de licenciements et des restructurations massives. Alors que se réinterroger sur sa chaîne de valeur maintenant, pendant qu'il est encore temps de le faire, qu'on a à la fois sécurisé son cash court terme, qu'on a une visibilité grâce au programme de report de charges et de différé de remboursement d'échéances de prêts facilités par des garanties d'État
à peu près sécurisé son année 2020 d'un point de vue cash, c'est faire une erreur. C'est maintenant que la réinterrogation sur sa raison d'être et son operating model est possible. Une fois le redémarrage passé, il sera beaucoup plus difficile de s'interroger sur comment faire, où faire et quoi faire. Parce qu'on va être repris à nouveau dans le même flux d'intensité, d'activité et d'immédiateté que l'on a pu connaître précédemment, pressé par le consommateur, son désir d'immédiateté, d'hyper-personnalisation, alors qu'on aura vécu une occasion unique de prendre un temps de pause et de réfléchir à un mindset un peu différent. Cet élément-là, il est assez clé parce qu'on voit des choix politiques, des choix d'interventionnisme d'État différents selon les plaques géographiques. On voit un désalignement de l'action européenne à ce jour majeur en la matière. Et donc, on voit des niveaux d'interventionnisme d'État différents qui auront des incidences différentes sur la manière de sponsoriser le développement de nouvelles filières ou de filières existantes, mais relocalisées. Et ça, c'est une des différences majeures et un des enseignements majeurs de toutes les crises sanitaires, c'est que post-crise, on doit considérer l'action publique, l'interventionnisme public de financement comme un des leviers d'aide au développement économique, quelle que soit la nature de son entreprise et quel que soit le type d'actionnariat derrière. Le clivage public-privé, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, et en particulier en France, d'un point de vue organisation du travail, d'un point de vue gestion des entreprises, est un clivage du passé. Peu d'entreprises aujourd'hui peuvent considérer que elles ont traversé le shutdown sans avoir aucune contribution de quelque nature que ce soit de la part de l'État. Le simple fait d'avoir plus d'un Français sur deux au chômage technique partiel à l'heure où on se parle démontre à lui seul que rares sont les entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, n'ont pas utilisé les leviers mis à disposition par l'action publique pour amortir le choc et du coup préparer l'avenir. Et donc, dans préparer l'avenir, il faut se prémunir et se protéger de deux extrêmes. Le premier extrême, c'est considérer que c'est juste un redémarrage et qu'il y a eu une période de 2 mois de notre vie, de notre existence économique, de notre vie personnelle qui a été mis entre parenthèses. C'est pas grave, on redémarre 2 mois plus tard et on redémarre comme si de rien n'était. À l'inverse, les grands apôtres du grand redémarrage et du grand nettoyage, plus rien ne sera jamais comme avant, sont à peu près autant dans le faux que les premiers. Ils sont autant dans le faux que les premiers parce qu'ils oublient un élément qui fait toute la richesse et la subtilité de l'être humain, c'est la dualité qui nous anime tous entre des grands principes de solidarité, d'altruisme d'un côté et un profond égoïsme et un besoin de se réaliser à titre individuel de l'autre. Et ce paradoxe-là, qui peut varier selon les cultures, selon les religions, reste à des degrés divers. Un invariant qui va avoir une incidence sur le tout va changer ou le tout sera comme avant. On va avoir, et c'est déjà le cas dans les pays qui ont déconfiné, notamment en Asie, plutôt que nous, mais ça a été le cas pour H1N1, ça a été le cas pour le SRAS, une conséquence dans les changements de comportement des consommateurs comme des collaborateurs qui va dépasser 2020, qui va dépasser 2021. Si on compare ce qui s'est passé pour H1N1 ou pour le SRAS, qui étaient des incidences finalement plus localisées à l'échelle de la planète, il a fallu plus d'1 an et demi pour effacer les conséquences
antérieures de ces crises sanitaires, d'un point de vue économique, d'un point de vue social et sociétal, les réflexes, les éléments de peur, les changements de comportement des consommateurs ou des collaborateurs sont restés de manière définitivement ancrés dans l'inconscient collectif et individuel. Et donc on a, pour analyser ça, 6 dimensions à prendre en compte qui sont 6 forces qui vont pousser ou tirer chaque entreprise dans un sens ou dans un autre. La première force à prendre en compte, c'est l'évolution des modes de consommation. On était déjà dans une tendance d'évolution, mais d'évolution lente, des modes de consommation. Avec de l'hyperpersonnalisation, avec de l'usage plutôt que de la possession, avec des changements de rapport à la propriété, avec des interrogations sur des logiques de décroissance qui, globalement, étaient intégrées dans les plans stratégiques de toute entreprise. Le fait que l'on soit de manière conjoncturelle dans un contexte dans lequel, sur les 8 prochains mois, 3 Français sur 10 a eu et aura une baisse de son pouvoir d'achat et qu'un Français sur 3 s'interroge sur la pérennité de son emploi à la fin de l'année, va avoir une incidence sur le comportement du consommateur. Le fait que pour se rendre de son domicile à un point de vente, on se retrouve dans une promiscuité physique qui amène du risque de contagion, va avoir une incidence sur le comportement du consommateur. Le fait qu'à l'heure où on se parle, les grandes plateformes de vente en ligne réalisent ce qu'elles appellent le mois de décembre avant l'heure, en termes de flux d'activité, démontre que l'on a déporté collectivement des habitudes d'achat, de consommation dans des réseaux retail traditionnels vers des réseaux plus digitaux de manière accélérée, rapide et probablement, pour une partie de ces flux d'achat-là, sans retour arrière. Le deuxième élément qu'il faut garder en tête sur les changements de mode de consommation, c'est que mécaniquement, on va reculer de 5 ans notre PIB. Reculer de 5 ans le PIB, ça va nécessiter plusieurs années pour retrouver un niveau de flux économique similaire et forcément avoir une incidence sur les volumes d'activité. Le deuxième enseignement que nous donne la crise que l'on est en train de vivre et les crises sanitaires précédentes, mais celle-ci en particulier, c'est qu'on prend conscience de l'évolution de la pyramide des âges et on a, pour des raisons qui nous appartiennent et sur lesquelles on pourrait débattre très longtemps, fait un choix en tant qu'humain de manière radicale et définitive qui consiste à dire que ne pas tout faire pour éviter une mort que l'on pourrait éviter nous est absolument insupportable. Progressivement, pour des raisons de changement de système de valeurs, on a placé dans les sciences ce que l'on plaçait précédemment dans les religions. Et on considère que ne pas agir pour repousser la date de la mort relève d'une forme d'inhumanité. Même si on s'accorde à dire qu'avec une moyenne d'âge à 82 ans ou 84 ans selon les pays sur les victimes de Covid-19, c'est finalement avoir une incidence de 1, 2, 3 années sur l'espérance de vie des plus seniors, mais pas plus. Donc on voit qu'on a pris conscience d'une responsabilité éthique et morale à l'échelle de l'humanité qui va avoir une incidence sur nos modes de consommation, sur la place de la famille, sur la manière d'organiser la cité, le choc que constitue la prise de conscience des EHPAD, des taux de mortalité dans les EHPAD, des conditions de vie dans les EHPAD, vont avoir une incidence sur la manière dont on traite nos seniors et donc vont avoir une incidence aussi sur les modes de consommation. Le troisième enseignement de ce shutdown et de cette crise sanitaire, c'est l'évolution des modes de travail.
il est bien évident que l'expérience télétravail imposée a présenté pour bon nombre de collaborateurs leur première expérience de télétravail. Plus ou moins bien préparées, ces expériences-là ont amené plusieurs enseignements. Le premier, c'est que ça a rendu particulièrement visible et marquant une rupture dans les usages digitaux. Tout collaborateur qui était habitué au nomadisme ou qui avait une facilité avec les outils digitaux a basculé dans le monde du télétravail pour ceux qui avaient une activité qui se continuait malgré le shutdown avec facilité. On peut à ce propos noter la qualité assez remarquable des infrastructures technologiques élémentaires, les réseaux Wi-Fi, la capacité, la bande passante des opérateurs télécoms à fournir de la connectivité et de la bande passante, permettant à chacun de globalement travailler, même si on est au fin fond d'une zone de très faible densité d'habitation. Partout, on a réussi à trouver de quoi se connecter et de quoi travailler. Cette évolution des modes de production et d'organisation du travail va avoir une incidence sur les choix de vie et les comportements individuels. Les collaborateurs qui ont goûté au plaisir de pouvoir aller dans leur maison de famille, leur résidence secondaire, ou partir avec des amis, s'installer au bord de la mer pendant la durée du confinement et travailler en télétravail, pour certains d'entre eux se disent que rentrer à Paris ne va pas être que agréable. Et si on cumule à ça le fait que potentiellement, dans le même temps, on va avoir du stress lié au mode de transport, on va avoir une réduction des activités sociales, culturelles, parce que contraintes dans les restaurants, parce que contraintes sur le nombre de places dans les cinémas, contraintes dans les musées, contraintes à l'opéra, donc augmentation du prix du ticket moyen et donc de l'accès à ces éléments culturels. La question de l'intérêt d'habiter dans des hypercentres va se reposer et potentiellement, à nouveau, avoir une incidence à la fois sur l'organisation du travail, mais également sur les modes de consommation, voire la localisation et l'hypercentralisation à la française d'une Île-de-France qui représente plus de 10% de la population nationale. Le quatrième enseignement de cette crise, qui est à intégrer dans toutes les réflexions stratégiques de tous les grands groupes, c'est la capacité avec laquelle le régulateur a pu faire évoluer les contraintes réglementaires dans des temps records. L'accès à la télémédecine est un bon exemple. Pendant des années, pour des questions de lobby, de dogme, la mise en place de la télémédecine était freinée, ralentie, les expériences étaient complexes à mettre en place. La mise en place de la télémédecine, l'évolution de ces modes de remboursement et la mise en pratique de la télémédecine par les patients eux-mêmes qui avaient peur d'aller dans les centres de soins, de peur d'être en contact avec le virus, a amené des comportements consommateurs qui seront définitivement modifiés et a amené une prise de conscience que même en France, on est capable de faire évoluer dans des temps extrêmement rapides des contextes réglementaires. Et ça va reposer la question du dialogue social, du poids des institutions et des organismes paritaires et de la manière dont on est capable de faire évoluer dans des temps courts des contextes réglementaires pour lesquels la France en particulier a une réputation de championne du monde. Le cinquième axe de l'histoire, j'en ai déjà parlé précédemment, c'est l'évolution du terrain de jeu mondial et des règles de marché et d'échange. Le fait de se réinterroger sur la résistance d'une usine de production mondialisée chinoise pour l'ensemble de la planète, le fait de voir que la Chine redémarrant un mois et demi avant l'Europe et probablement 2 mois et demi avant les États-Unis, a une incidence directe sur l'économie chinoise elle-même, puisque même s'ils ont déconfiné, même si les usines sont reparties, tous les grands groupes internationaux français qui ont des filiales aux États-Unis disent que globalement, les usines tournent à moins de 40% de leur rendement.
Tout simplement parce que si on reparle des filières, en fait, il n'y a pas de consommateurs derrière, puisque les zones de consommation, les 700 millions d'hyperconsommateurs nord-américains et nord-européens, eux, ne sont pas encore dans un état de déconfinement. Et enfin, dernier élément, cette crise sanitaire est une prise de conscience majeure, forte, brutale de notre rapport à l'environnement, à la fois pour des questions de consommation de ressources naturelles, mais aussi de propagation du virus et de règles sanitaires. Et on voit que sur ces plans-là, à la fois en termes d'éducation sanitaire, on est en train de prendre conscience qu'on n'est pas 700 millions à vivre dans une bulle à l'intérieur des 7 milliards avec nos règles économiques, nos règles sanitaires, mais qu'on est bien 7 milliards et que les conditions sanitaires de ces 7 milliards sont aujourd'hui interdépendantes les unes des autres et que la propagation de virus ne dépend pas que de ceux qui ont des conditions sanitaires optimum, mais dépend de l'intégralité des êtres humains de la planète. Et ça va avoir une incidence aussi sur la place de la filière santé et sanitaire dans le futur. Donc, il y a une nécessité pour chacune de ces forces de se réinterroger à la fois à l'échelle d'un grand groupe, mais également à l'échelle de chacune des fonctions de l'entreprise, marketing, stratégie, RH, finance, achat, vente, supply chain, opération, de se réinterroger sur quel sera le mode de fonctionnement de demain. Au cœur de tout ça, il faut garder en tête que les entreprises, même si l'intelligence artificielle et la robotisation se développent, les entreprises sont faites d'êtres humains qui ont, par l'expérience qu'ils viennent de vivre, des comportements individuels, des personnalités qui vont être modifiées de manière définitive post-confinement. On a identifié 6 grandes catégories d'individus qui vont, chacune d'entre elles, avoir des impacts psychologiques post-confinement. La première catégorie d'individus, c'est les collaborateurs des filières de santé qui auront été exposés à un risque de mort et à un environnement de mort très intensif. La deuxième catégorie, c'est tous les individus qui auront vécu des décès, dus à Covid ou non, pendant la durée de shutdown et qui auront eu un rapport au deuil, un rapport à la mort spécifique. La troisième catégorie, c'est tous les individus qui auront eu, pendant la durée de confinement, pour des raisons logistiques, d'hyper-proximité familiale, appartement de 50 mètres carrés avec un couple, 2 enfants confinés en plein Paris, vont avoir un équilibre de vie personnelle modifié et des rapports de couple, des rapports de famille qui vont être modifiés. Et puis ensuite, on a les catégories des individus qui ont un risque pour leur emploi, alors soit qui se sont retrouvés au chômage pendant la durée de confinement, ou qui vont l'être post-confinement. Et puis, avant-dernière catégorie, c'est les individus qui, à cause de cette crise, vont perdre leur outil de production, vont perdre leurs actifs, vont perdre de manière durable leurs ressources et les moyens d'action. Et puis enfin, la dernière catégorie, c'est les individus qui ne sont dans aucune de ces autres catégories-là, mais qui sont les téléspectateurs des 4,2 heures de télévision quotidienne que les Français sont en train d'ingurgiter, et notamment des chaînes d'information continue qui diffusent à profusion de l'information complètement anxiogène et stressante, avec une absence de perspective positive et de construction d'éléments de réassurance dans les messages qui sont passés, fortement renforcés d'une présence scientifique qui cautionne les dires journalistiques et qui amène finalement que globalement, les collaborateurs qui vont retourner au travail le 11, ah oui, finalement pas le 11, plutôt début juin, et puis pour certains même début septembre, vont arriver avec un nouveau stress. Un stress qui n'est pas lié au stress qu'on a pu connaître précédemment d'environnement professionnel, lié à la pression et à la performance. Un stress personnel, un stress ancré, une mémoire physique, une mémoire cérébrale d'éléments de stress qui vont faire qu'ils ne vont pas prendre le métro de la même manière, ils ne vont pas prendre l'ascenseur pour monter dans des tours de bureau de la même manière et ils ne vont pas s'asseoir dans un open space de la même manière.
Ces éléments-là vont avoir une incidence durable, quels que soient les dispositifs sanitaires, barrières que l'on met en place, quel que soit le rapport au respect de la règle individuelle qui peut être mis en place, ces éléments-là vont avoir une incidence durable sur l'implication des collaborateurs dans la dynamique collective de l'entreprise, leur organisation personnelle, leur rôle, leur rapport à leur hiérarchie, leur engagement dans l'entreprise, à un moment clé où, on l'a dit précédemment, non seulement il faut redémarrer l'activité, mais en plus il faut se réinterroger sur ce que pourrait être l'activité de demain dans une filière potentiellement revisitée du fait de l'incidence d'une des forces prévues précédemment. C'est un vrai défi, en fait, cette histoire-là, et c'est là que l'enseignement des crises sanitaires passées et notamment des dispositifs mis en place en Asie post-crise sanitaire est riche, parce que on pense tous au départ que le sujet est un sujet cash, mais le sujet cash se résout et mécaniquement, à court terme, les dispositifs mis en place en France, pour le moins, préservent l'outil économique. Ensuite, on pensait que c'était une question de technique et de coût de redémarrage, le coût de réamorçage d'une ligne de production, le coût de remise en route d'une supply chain, alors que tous les moyens de transport vont demander en même temps les flux de transport et donc probablement avoir des problèmes de capacité. Mais en réalité, ce que nous apprennent les crises antérieures et ce que nous montrent les feuilles les prises de conscience des COMEX aujourd'hui, des grands groupes, c'est que le sujet numéro 1, c'est de s'assurer qu'on est bien en train de construire de manière post-traumatique un nouveau mode de fonctionnement collectif, un nouveau mindset individuel, un nouveau mindset collectif dans des grands groupes pour lesquels finalement la mesure de la performance, le référentiel de prise de décision jusqu'à présent était quand même relativement confortable. Oui, bien évidemment, il y avait de la pression sur les objectifs. Je fais mon budget, je ne le fais pas, je vais avoir mes incentives individuelles et collectives ou je ne les aurai pas. Mais il n'y avait pas de risque de mort. Il n'y avait pas de risque de pérennité de l'outil industriel. Alors que dans le nouveau référentiel de prise de décision, finalement, ce que l'on va demander à tout collaborateur, y compris collaborateur de grands groupes, c'est de se considérer comme exposé comme un start-upper à un risque de disparition. Disparition de deux manières, soit parce que l'une des forces vues précédemment aura bougé et on aura un changement de comportement consommateur qui fera que notre raison d'être n'existera plus, soit parce que notre coût de production du fait de la relocalisation, du fait de la modification d'une partie de la chaîne de valeur de la filière fera que on n'aura plus de raison d'être, ou bien simplement parce qu'on va se retrouver dans un mode de fonctionnement qui ne répondra pas aux nouvelles exigences, aux nouveaux critères des collaborateurs et des clients. Et finalement, ces critères, ils sont de trois natures. Il y a un premier critère qui restera, qui est le critère du coût. À quel prix est-ce que je peux accéder à tel ou tel produit ou service dans ce nouveau modèle ? Le deuxième, c'est la sécurité sanitaire. Est-ce que pour avoir ce produit ou ce service, je me mets à risque? Est-ce que je dois m'exposer? Et puis la troisième qui nous échappe complètement, qui est imposée par l'action publique et on le voit extrêmement localisé et déconcentré entre les mains des préfets, si on parle de la France, ce sont les libertés individuelles. Jusqu'à présent, on ne se posait pas la question. Quand on faisait un plan stratégique dans une entreprise, on faisait le plan stratégique, on le communiquait aux équipes managériales, on avait un alignement managérial, un engagement à exécuter, et puis on pilotait l'exécution. On ne s'est jamais posé la question de savoir si les collaborateurs pouvaient venir travailler sur le lieu de travail et si les clients pouvaient venir sur les lieux de vente, ou bien si les chaînes de distribution à domicile pouvaient fonctionner. À partir du moment où les libertés individuelles, même marquées au fronton de la République française, deviennent une variable qui peut disparaître à tout moment, alors la pérennité des plans stratégiques, leur solidité, la manière de communiquer sur des feuilles de route,
d'engager les collaborateurs dans une transformation, on l'a vu, qui va être une transformation multidimensionnelle, se pose, puisque à tout moment potentiellement, on peut réappuyer sur le bouton shutdown. Cet exercice finalement de panorama du retour d'expérience de la planète, il nous amène deux enseignements en conclusion. Le premier enseignement, c'est que l'exercice dans lequel tout à chacun va être plongé à partir de maintenant est un exercice d'entrepreneur à la taille de son périmètre de responsabilité, de son organisation, de son métier, de sa fonction à l'intérieur de l'entreprise ou à l'échelle de l'entreprise si c'est un dirigeant. Ça va être une occasion de pouvoir redéfinir, revisiter un certain nombre d'habitudes antérieures. Ça va être nécessaire. Donc, c'est une époque formidable où potentiellement, dans ce New Deal, chaque entreprise va pouvoir écrire une nouvelle page de son histoire. Dans le même temps, ce que nous ont appris les crises sanitaires antérieures, c'est que quel que soit l'impact économique, on finit toujours par se relever. Et c'est finalement le mot de la fin que je retiendrai des échanges qu'on a pu avoir avec des philosophes sur la question, c'est que le cerveau humain a une capacité extraordinaire à retenir les éléments positifs et à effacer les éléments négatifs. On est dans un moment où le cerveau humain et la créativité vont être le maître mot de tous les mindsets des entreprises qui tireront parti de ce redémarrage demain. Et finalement, il appartient à chaque manager de créer les conditions de l'expression de cette réinvention et revisite du futur, ne pas se replier sur soi et sur la peur, mais bien se réinterroger sur les opportunités possibles et elles vont être nombreuses. Je vous remercie. Emmanuel, je ne sais pas si tu as reçu des questions de ton côté. Oui, j'ai reçu deux questions pour l'instant. La première de Patrick Sage qui te pose la question: comment vois-tu le chantier RH suite aux impacts psychologiques que tu décris? Alors, merci Patrick pour ta question. Le chantier RH, en fait, il va avoir plusieurs dimensions. On avait jusqu'à présent un clivage très fort entre ce qui relevait finalement de responsabilité des organisations sociales de l'entreprise et de l'autre côté, une vision administrative, contentieuse, développement des talents, recrutement, qui était plutôt du côté des DRH. Il va y avoir un pont entre les deux. Il va y avoir un pont entre les deux nécessaire parce qu'on va être dans une interconnexion très forte entre le psychologique individuel et le rôle de l'individu dans l'organisation sociale de l'entreprise. Ça va nécessiter pour les DRH de se refocaliser sur l'essence même du métier de ressources humaines, qui n'est pas un métier de gestionnaire et d'administrateur, mais qui est bien un métier de développement de talent et d'organisation collective. Bon nombre de DRH qui se plaignaient ces dernières années de ne faire que du précontentieux et de l'optimisation de masse salariale, voient dans cette perspective-là une opportunité d'avoir une feuille de route et un agenda pour leur direction et leurs équipes plus riche, mais aussi beaucoup plus fort, beaucoup plus accentué en matière de niveau d'exigence et d'attente. Si on regarde ce qui s'est passé sur le télétravail a été une formidable opportunité de démontrer de la productivité dans un temps très court, et puis cette productivité, elle s'est érodée. Et maintenant, on est passé dans la vague inverse, qui est qu'on avait laissé les tâches qui semblaient compliquées à faire en télétravail pour après, mais le après, c'est maintenant. Et là, maintenant, on se retrouve dans une situation où on peut perdre jusqu'à 40% de productivité dans les études qui sont sorties sur ces dernières semaines, parce que les collaborateurs étaient mal préparés à cet exercice-là. D'autant plus mal préparés que le confinement a en plus ajouté un niveau de stress
dans la réduction des libertés individuelles qui faisait qu'il n'y avait même plus d'espace de vase d'expansion au stress professionnel pour les individus. Donc, l'exercice qui a été mis en place de dire pas de problème, si vous avez des problèmes psychosociaux, si vous vous sentez stressé, j'ai un numéro vert, vous pouvez appeler. En fait, ça a amené une vitrine de réponses par l'entreprise, mais qui n'est pas durable. Elle n'est pas durable parce que, en fait, très peu de gens appellent et que dans les cas qui nécessiteraient du réengagement managérial, donc qui ne relèvent pas finalement d'un sujet pathologique, médical, de stress au travail, de burn-out ou de bore-out, mais qui relèvent simplement d'un désengagement, d'une perte de rythme, d'une perte de sens pour les collaborateurs, il n'y a rien, il y a un espace vide. Alors on commence de voir apparaître des acteurs sur ce sujet-là. Il y a des startups qui sont en train de sortir à travers des chatbots, à travers de l'intelligence artificielle, des outils prédictifs qui permettent de détecter les comportements de désengagement managériaux et de démobilisation des collaborateurs. Je pense notamment à une jeune startup qui s'appelle Gojibo. On voit que derrière ces initiatives-là va arriver une nouvelle ère de la gestion des ressources humaines. Emmanuel, tu as d'autres questions? Il y a une deuxième question posée par Arnaud Dupin, un petit exercice d'introspection pour nous-mêmes. Faites-vous chez Bank cet exercice de remise en question du modèle opérationnel et de la place dans la chaîne de valeur? Alors, en fait, les C-Force que je vous ai présentés, c'est un outil qui a été élaboré dans un club d'open innovation qui s'appelle le Banks Lab, qui est un club animé par Banks depuis sa création en 2015. Le Banks Lab, c'est un exercice d'open innovation qu'on fait chaque année avec des managers du SBF 120 qui sont volontaires pour venir participer à une démarche d'innovation radicale sur une méthode qu'on a élaborée avec Centrale Supélec. Et donc chaque année pour nous, c'est l'occasion de revisiter notre raison d'être, notre chaîne de valeur. Et j'aurais tendance à dire que là, plus que jamais, en fait, on n'a pas le choix. Si je prends les activités de consulting traditionnelles, Banks a deux activités, une activité de consulting et une activité de startup studio pour les grands acteurs économiques. Dans les activités de consulting traditionnelles, il y a toujours un effet de ralentissement de l'activité un tout petit peu avant la crise et il y a un effet de latence au redémarrage. Pour avoir fait le tour des sociétés de services du numérique récemment, tout le monde considère que l'année 2020 est terminée en réalité, parce que le redémarrage économique va être progressif, que le retour des modes de consommation va prendre beaucoup plus de temps que le redémarrage économique de nos propres clients, et que donc très vite on va se retrouver en septembre, et quand on se retrouve en septembre, en fait, on se retrouve quasiment au mois de janvier. Donc c'est nécessaire, c'est obligatoire, et cet exercice en fait de challenge par les C-Force, c'est un bon exercice pour éviter de se sédentariser et de se sédimenter dans ses habitudes et ses autoconvictions. Ça marchait jusqu'à présent, alors ça doit continuer. Dans l'une des conférences sur l'innovation que j'anime, je commence par une dinde qui est en train de picorer le 14 juillet dans la basse-cour en plein soleil et qui se retrouve pour Thanksgiving dans le four. Ce n'est pas parce que ça fonctionnait jusqu'à présent que ça va continuer de fonctionner dans le futur. C'était la dernière question. Je ne sais pas si les participants veulent encore profiter du chat pour poser une question à Sébastien. Je crois que de toute façon, on a déjà dépassé. On a légèrement dépassé. Alors, je vous remercie de votre participation. J'espère que ce partage de retour d'expérience de ce qui a pu exister dans les crises antérieures et de ce qu'on a pu observer chez nos clients, mais également chez d'autres acteurs qu'on a pu croiser sur les 2 derniers mois, vous seront utiles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir sur notre blog et à nous les poser directement. On se fera un plaisir d'y répondre. Je vous remercie et à très bientôt.
et Merci bonne fin de Sébastien. journée. Au revoir. Au revoir.